Day Trading, le podcast, parlons fondamentaux, deuxième partie. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la période entre les deux épisodes. Ici Patrick Alavard, comme d'habitude. On poursuit notre sujet qui nous anime profondément. On pourrait dire que ça fait partie de notre vie de considérer ça, donc l'analyse fondamentale. Je suis toujours en compagnie de Marc et François, puis là, on va poursuivre notre aventure parce que là, on a énuméré un paquet d'indicateurs, mais là, la question qui nous brûle la langue à tous, j'en suis sûr, c'est quoi leur utilité? À quoi ça sert, dans le fond, tout ça? Là? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? Mettons, là, on peut revenir avec le PE ratio qu'on s'est laissé la dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sans donner nécessairement de chiffres exacts, plus la généralité, là, le concept derrière ça. Bien, je crois, oui, c'est ça. Moi, mettons, un peu comme les Samsung contre le produit Apple, les groupes électriques, Tesla contre les voitures à gaz, à essence, les fondamentaux contre l'analyse technique. Moi, je crois que les deux façons, c'est très bien. Les utilités, il faut les utiliser comme un filtre, tout simplement. Faut-tu faire excusez l'anglicisme encore, un all-in ou... c'est ça, un all-in dans le fondamental quand on fait une transaction ou seulement l'analyse technique, non. Il faut les utiliser comme un filtre, tout simplement. Donc, pour les amateurs d'analyse technique, c'est bien d'utiliser quelques ratios pour savoir, on est-tu dans la... Parce que, encore là, dans la zone survendue, c'est des zones. Là, on en débattait l'autre fois avec Marc, là, pré-podcast, est-ce que c'est bon d'acheter un PE ratio, exemple, à 10, 5, 15, 20, peu importe. Moi, je pense souvent de la zone, là, tu sais. Mais le PE ratio, c'est un indicateur aussi qui lag. Tu sais, Marc pourra peut-être en parler un peu là, ou dans un autre podcast. Mais bref, comme n'importe quoi, moi, j'aime bien dire le mot confluence. Donc, quand il y a de la confluence, quand on a un signal d'achat avec 2, 3 indicateurs, que ce soit des indicateurs fondamentaux ou des indicateurs techniques, je crois que c'est une belle place pour penser à prendre position. Puis après ça, l'analyse technique, je crois, nous aide à... Je veux pas dire... Le monde n'aime pas ça quand on dit timer le marché. Là, on n'essaye jamais de timer le marché. Quand on veut investir, on investit. Mais ça nous permet peut-être de sauver quelques pourcentages. Là. Je sais qu'au bout de la ligne, au bout de 20 ans, ça fait pas grande différence, mais qu'est-ce qu'on veut? Quand on est des techniciens, on aime ça d'essayer d'acheter dans le bas d'un marché puis essayer de vendre dans le sommet. Donc, on les utilise pour de la confluence. Bien, moi, ce que je pense, c'est le fondamental va nous donner si la compagnie elle est stable, si elle est bonne, si elle est... On parlait de croissance dans l'autre podcast, s'il y a des grosses dettes. Donc, bref, si on aime l'entreprise et on est prêt à devenir actionnaire de cette entreprise-là, si on parle d'investissement à long terme, c'est clair que le fondamental, les fondamentaux de la compagnie sont essentiels. Là. Je pense qu'il n'y a pas de détour à prendre. Si tu es un investisseur valeur, que tu as une vision de 10 ans et tu dis, moi, je veux acheter la compagnie, je veux être actionnaire de cette compagnie-là, c'est les fondamentaux qui priment, clairement. Et ensuite, on pourra parler des gestionnaires et des produits et tout ça, là, qu'on divague mais ça fait partie quand même des fondamentaux de l'analyse de la compagnie, si on veut devenir actionnaire. Mais ensuite, c'est sûr que, moi, par expérience, ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas parce qu'en 2017, moi, je vois que Tesla a du potentiel et que moi, je crois en Elon Musk, que je crois au nouveau produit qui est les nouvelles autos électriques, que je vois du potentiel. Si on revient aux discussions du début, seulement le prix paye, mais l'analyse technique vient te dire en fait que présentement, toi, tu vois quelque chose, tu vois un potentiel dans une compagnie, tu y crois, mais le marché présentement, il dit que lui, il ne croit pas. Ou enfin, ils sont pas... On va sortir du discours, mais les grosses institutions sont en train d'accumuler probablement et ils font descendre le prix. Mais présentement, le prix te dit que c'est pas le temps d'acheter parce que le marché n'est pas aligné avec ta vision. Et ça, pour moi, c'est un point extrêmement important quand tu viens jumeler le fondamental d'une compagnie. Et ensuite, tu vas regarder ton graphique. Pour moi, le graphique va venir me dire si tu as le temps présentement de le prendre ou pas.
ou je le laisse descendre encore parce que présentement, il est clairement en train de descendre, donc je ne vais pas aller acheter le couteau. Ça ne me donne rien. Mais des fois, ça joue contre toi parce que l'analyse technique va te dire de ne pas acheter. Et l'analyse fondamentale te dit qu'il faudrait acheter. Là, ça n'a pas de sens. Là. Il n'est pas cher, puis tu y crois, mais l'analyse technique te contredit. Donc là, tu viens avec beaucoup de contradictions et là, tu viens tout mélanger. Là, quand tu mélanges les deux. Donc, ce que j'entends, Marc, c'est que l'analyse fondamentale va affiner ta vision, ton regard extérieur d'entreprise, tandis que l'analyse technique, François et Marc, va nous servir à essayer de faire le sniper, justement, ou le chirurgien, d'essayer de se positionner au bon endroit. Puis, dans les marchés, il y a une réalité là, qu'on doit tous faire face puis qu'on doit admettre, c'est qu'on n'a absolument aucun contrôle. Hein? Parce que si on compare, mettons, acheter du Apple ou versus, mettons, Pelado là, qui achète des Alouettes, lui, il a fait son analyse fondamentale. Il sait que l'entreprise, elle est non rentable. Il le dit clairement, elle ne fait pas d'argent. Il dit, un jour, moi, je crois que je peux la redresser pour qu'elle finisse par ne plus n'en perdre. Ça, c'est un autre type d'achat. La personne a un pouvoir. Nous, quand on achète une action à la bourse, on n'a absolument aucun pouvoir. Donc, on ne peut pas avoir cette vision-là d'acheter quelque chose en difficulté, en fait, pour le redresser. Mais je trouvais ça intéressant. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'entends. Tu vas affiner ta vision avec ton analyse fondamentale. Après ça, tu vas voir si le timing est bon, même si on essaie de ne pas timer le marché. On n'a pas le pouvoir parce qu'on n'est pas le gestionnaire de l'entreprise, mais on a le pouvoir de choisir notre entreprise. Oui. On a la chance de pouvoir analyser les gestionnaires. Maintenant, on ne connaît pas le futur, mais maintenant, on est capable d'analyser les gestionnaires et de savoir si on leur fait confiance. Et on est capable d'analyser la compagnie avec les fondamentaux, à savoir si on trouve qu'elle est trop endettée ou pas, ou elle a beaucoup d'argent en caisse pour être capable de pallier à différentes difficultés. Ça, on a ce pouvoir-là. Ensuite, c'est sûr qu'on n'a pas le pouvoir. On n'aura jamais le pouvoir, tu sais. Donc, une fois qu'on a acheté, il faut accepter que only price pay. Si ça monte, ça monte. Puis si ça descend, ça descend. Même si la compagnie sera exceptionnelle, si le prix descend, nos rendements vont descendre. Je voulais en venir à une conversation qu'on avait eue avec Marc. Il dit, Colin, moi, en 2017, j'étais devant le magasin Tesla. Puis le monde, là, ça faisait un line-up, la filée pour acheter des Tesla. Puis il dit, Colin, c'est un beau produit. Puis tu sais, Marc, il aimait le véhicule électrique. Puis ça fait longtemps, là, Marc, il a acheté, je pense, dans les premiers véhicules électriques. C'était pas un Tesla, là. Je me souviens, je pense e-Golf. Une Golf. E-Golf, bon, e-Golf, excusez. Mais tu sais, c'est ça, pendant que Marc faisait ses analyses fondamentales, dans le fond, tu sais, Tesla, il était excité, mais moi, vu que je suis plus technique, je regarde les graphiques là, de 2013 à 2020, je crois, Tesla était en consolidation, était range. Fait que, tu sais, malgré qu'il y a des beaux produits, puis ça veut pas lever. À un moment donné, ça prend un catalyseur. Puis, tu sais, Marc, il a bien beau avoir la meilleure analyse, puis tu sais, on parlait d'analyse technique mélangée avec le fondamental. Même si Marc a raison, ultimement, il va avoir raison. Mais ça peut prendre des années, tandis que la personne d'analyse technique qui fait simplement du technique, oui, il peut le voir avec le graphique, mais on peut le voir aussi avec l'analyse fondamentale. Là, je l'ai sous les yeux. Là. C'est fin 2019, Tesla a commencé à lever. Puis après ça l'a explosé. Fait que c'est quelqu'un qui mélange. On y va simplement avec une moyenne mobile ou support, résistance. Quand on voit Tesla qui est dans un range pendant 10 ans, c'est facile de mettre un canal, des supports, des résistances. Puis quand on a vu qu'il a cassé la résistance, fait quelqu'un qui est un peu comme Marc, là, mettons, amateur de fondamentaux, puis qui a fait ses études, pas ses études, mais qui a fait ses analyses là-dessus. Bon, une fois qu'on a un titre qui nous intéresse, après ça, on peut le mettre... rajouter de l'analyse technique là-dessus, parce que pendant que Marc, là, lui, il attend, mettons, un bon moment d'embarquer dedans. Moi, depuis la création, exemple, de day trading, début 2018, j'ai fait quand même relativement, je ne veux pas dire beaucoup d'argent, mais j'ai quand même fait de l'argent à la baisse avec Tesla. Fait que, tu sais, moi, mon argent, j'aime pas ça quand elle est dans un compte, exemple, à rien faire. Fait que je vais en profiter pour faire du swing trading, du day trading. Puis après ça, mettons, moi, j'avais pas vraiment de vision long terme sur Tesla. Par après, c'est facile à dire que oui, c'était hot, mais j'ai raté la grosse vague, puis c'est correct, mais je l'ai fait d'une autre façon. Mais tu sais, quelqu'un un peu comme Marc, qui fait de l'analyse technique, qui fait aussi du fondamental, je veux dire, s'il mélange un petit peu de technique avec ça, parce que là, je vais vous dire des prix, mais c'est pré-split, là, c'est parce que Tesla a été fractionné. Quand Tesla a cassé le 30$, il n'a plus jamais vraiment revenu en bas, là. Donc, quelqu'un qui fait son fondamentaux,
Puis un titre l'intéresse, simplement support résistance. Puis quand c'est cassé, ben la résistance, ben on embarque, là. Sinon, tout ça. Fait que bref, Tesla, mais puis on en parlera dans d'autres podcasts, là, mais il y a tellement des histoires de même, là. Tu sais, on a bien beau, comme Marc dit tantôt, là, on a bien beau avoir la meilleure analyse, puis on le sait. Le marché peut rester en range, en consolidation pendant 10 ans, là. Puis c'est là que je pense que l'analyse technique peut aider un peu l'analyse fondamentale. Et moi, ce qui a été vraiment là, le gros game changer depuis quelques années, c'est vraiment de prendre conscience de ça. C'est pas parce que moi, aujourd'hui, là, on est quoi, le 13 mars, je me lève un matin puis je me dis, wow, cette compagnie-là, là, je vois vraiment du potentiel. Puis là, j'aurais pu la regarder au mois de février. J'aurais pu la regarder au mois de décembre. Pourquoi, moi, tout d'un coup, le 16 mars, je décide, le 13, en fait, je décide que moi, je vois ça. Bien, le marché, c'est pas là qu'il faut acheter nécessairement, tu sais. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je l'analyse. Je suis conscient que cette compagnie-là m'intéresse, qu'elle a du potentiel, puis je la mets dans la watchlist. Fait qu'au lieu de, dans le temps, c'était login rapidement sur mon compte, puis il fallait j'achète. Ouais. Bien, maintenant, pour moi, c'est OK, cette compagnie-là, je dois la suivre, je dois la mettre dans ma liste. Des fois, je vais m'acheter moi j'appelle ça un petit runner, là, je mets une orteille dans l'eau. Fait que si, exemple, je vois couche-tard m'intéresse parce que je commence à voir des couche-tards qui poussent chaque coin de rue, comme là, 5 ans, mettons, on va se dire, je me dis, OK, je vais en acheter, des fois, je vais en acheter une action, c'est ridicule, mais des fois, je vais acheter comme quelques actions, 10 actions, juste pour le plaisir de les avoir dans mon compte, puis d'être capable de les suivre un petit peu mieux. Fait que j'ai pas vraiment de perte ou de gain, mais je suis capable de tracker vraiment, tu sais, je suis exempt de me ramasser 2 ans plus tard et me dire, Colin, j'aurais dû acheter, tu sais. Puis maintenant, on a tellement pour les auditeurs, peu importe les plateformes qu'on transige, il y a des systèmes d'alerte, là. Fait que, tu sais, on peut se faire une watchlist, comme Marc dit, et puis les titres qui nous intéressent, puis on se trace des lignes support, résistance, puis on se met une alerte. Exemple, Tesla brise à 30 $, ben là, ça va commencer à beaucoup plus m'intéresser. Donc, on n'est pas obligé de regarder à chaque jour, là. Maintenant, il y a des alertes là, qui pop-up sur nos cellulaires, sur nos téléphones, les applications. Faut utiliser la technologie, là. Moi, je vais donner un exemple très concret, là. Moi et François Fouji, on se parlait beaucoup en 2020 pour prédire l'apocalypse au mois de février, mais quand on l'a prédit, mais on l'a prédit quand même à quelques journées près, puis il fallait pas trop en parler parce que là... On l'a prédit, puis on s'est même mis à écouter 12 Monkeys tellement qu'on y croyait que ça allait planter, mais et ça, c'est même pas une joke. Mais par la suite, je voulais mentionner une anecdote parce qu'on parlait de beaucoup de FedEx à ce moment-là, février-mars, et moi, FedEx, c'était vraiment une compagnie que je voyais, que je me disais, Colin, COVID, on va fermer, on était en train de la Chine fermait, l'Europe fermait, et là, ça s'en venait chez nous. J'étais comme, c'est sûr que FedEx, UPS, ils vont en profiter là, si tout le monde est dans leur petite maison. Puis, je me suis mis interrogé, là, c'est mon style, là, je me suis mis interrogatoire, je dirais, de tous les livreurs qui passaient chez nous, de Post Canada, FedEx et UPS. Mais on regardait, puis là, j'appelais François, puis je disais, mais Colin, l'action descend. Comment ça se fait? Le monde ne voyait pas ça. Je veux dire, c'est logique, on est rendu au mois de mars, que FedEx, combien de FedEx qui passaient dans ma rue, puis j'arrivais pas à me faire une tête de comprendre, mais pourquoi l'action continue de descendre? C'est 2020, ça, hein? 2020. Ouais. Et là, l'action continuait de descendre en avril. Pourtant, la bourse remontait à partir du 23 mars, mais FedEx continuait de descendre, puis de descendre. Puis on est rendu au mois d'avril, puis on est rendu au mois de mai, puis là, moi, je m'entête à me dire, mais ça n'a pas de sens. FedEx se doit de remonter. Ça se peut pas que FedEx continue à descendre de même, mais pourtant, le marché ne voyait pas ce que je voyais, ou en tout cas, où les institutions se sont arrangées pour pouvoir être capables d'entrer à un prix plus bas. Bref, je pense qu'il est allé en 95, 96, juste en bas de 100. Puis ensuite, si vous regardez le graphique, il est parti en V jusqu'à 250, quelque chose comme ça. Oui, 300. Mais tu sais, moi, j'ai commencé à spotter, je dirais, là, je veux dire environ, à partir du 15 février, fin février, c'est vraiment là que moi, puis François, puis je pense que François l'avait posté dans le Facebook. Oui, exactement. De dire que, tu vois, ma mémoire est là, que FedEx commençait à être pas cher, puis on commençait à se poser des questions, mais pourquoi il descend, tu sais? S'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est là que l'analyse technique vient nous contredire et dire non, mais achète pas, ça descend présentement, tu sais. Ou un moment donné, là, en tout cas. Mais tu sais, quand on dit cordonnier mal chaussé, je me souviens très bien, là, aller dans le groupe Facebook puis taper FedEx, là, c'est mi-2020. Puis là, tu sais, il y a du monde qui nous écoute, il y a du monde qui nous lise. Là, mon père, il dit, Colin, hey, j'ai acheté du FedEx.
Puis là, il m'en a reparlé un peu plus tard. Puis je pense qu'il a acheté 150. Oui, le titre est tombé à 125, mais FedEx, sur le long terme, les ratios, c'était quand même bien. Puis on est un peu comme Warren Buffett, là, on essaye d'acheter pour le long terme quand le monde panique, puis on essaye de revendre quand le monde... Fait que, bref, mon père, puis moi, je ne l'ai pas fait. Je suis trop dedans, je sais pas, j'avais d'autres actions. Mais bref, il a acheté 150, puis il a vendu 250. Il a fait 100 piastres en quelques mois. Je suis wow, t'es hot, mais tu m'as parlé. Ah, OK. Je t'ai suivi, je t'ai écouté. Oui, c'est ça. Mais toi, ton analyse technique te dit achète pas parce que ça descend. Fait que là, à un moment donné, il y a des contradictions comme ça. Des fois, l'analyse technique va nous aider à ne pas acheter, mais des fois, elle va nous nuire parce qu'on aurait dû acheter. Puis là, l'analyse technique nous a induit en erreur. Fait que ça, c'est un couteau à deux tranchants là, quand tu jumelles les deux. Quand on en a parlé, là, je pense que c'est ça, il était à 145, puis après ça, je pense qu'il a planté à 100 piastres. C'est du Colin. Tu sais, mon analyse pour le long terme, FedEx, finalement, c'est de la chenoute, là, mais tu sais, il a tombé de 40 %, mais après ça, je pense qu'il a pris 200-300 %. Fait que tu sais, c'est ça. C'est un combat de tous les jours. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le fondamental a fait qu'il a remonté à 250. Tu sais. Mais oui. Et bon, ensuite, il y a le squeeze, puis l'analyse technique et tout ça, on pourra embarquer là-dedans plus tard, mais... C'est ça, les titres de qualité, comme on a dit dans l'autre podcast, souvent, ils remontent beaucoup plus vite. Puis FedEx, là, je l'ai dans le visage, là, il était à 275 dans le top en 2017. Là, il y a eu toute la crise 2020. Après ça, en milieu de la crise, parce que FedEx, là, tout le monde se commandait des trucs par la poste et tout, il a monté à 320 $. Là. Je vais sortir ma petite règle, là. C'est presque 20 % plus haut que le nouveau sommet. Là, il est en chute, parce que là, le monde sort, puis le monde est... Bref, c'est ça. Tous les catalyseurs étaient là pour FedEx, oui. dans le sens que la croissance était là, qu'on parlait plus tôt, exponentielle. Vraiment, parce qu'on s'entend que là, tout d'un coup, tout le monde commandait. Puis ensuite, il y avait la baisse des taux qui venait augmenter le multiple que les gens sont prêts à payer parce que tout le monde achetait des actions parce qu'il n'y a plus vraiment d'autres endroits qui valent la peine. C'est ça. Puis ça résume un peu qu'est-ce qu'on parle, le DCA, tu sais, un peu comme Marc a dit tantôt. Il s'est trempé, exemple, pour acheter une action juste pour dire qu'il est dedans. Tu sais, notre fameux DCA, si on aime une action, là, on se trouve un prix plancher, là, selon le graphique, selon les différents ratios. Puis, mettons, on dit, nous autres, notre budget, c'est 1 000 $. On va acheter 1 000 $ de ça, ou 1 200. Achetez-en 100 $ par mois. Au bout de l'année, là, vous allez avoir une belle moyenne, puis vous n'allez pas avoir attrapé le bas, vous n'allez pas avoir acheté dans le sommet. Fait que, tu sais, moi, personnellement, si j'avais fait mon DCA, quand j'ai commencé à en parler, je l'aurais acheté à 140, exemple, 120, 100, puis après ça, il aurait monté à 300, puis aujourd'hui, ça vaut quasiment 200 $. Là. Ouais, tu aurais fait 140, 120, 100, puis tu aurais une moyenne de 120, on va se dire. C'est ça, puis après ça, il est remonté à 300, puis là, mettons, je l'ai encore pour le portefeuille long terme, ça trade à 200 $ aujourd'hui. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Ça m'énerve pas, la bourse. Tu sais, j'ai compensé ailleurs. J'ai du Dollarama, du métro, tout ça, tu sais. La bourse, là, il y a... Je pense, Patrick, l'autre jour, il essayait de chercher, il avait demandé à ChatGPT, il a dit, il y a combien d'actions à la bourse? Ben là, c'était pas spécifique, là, mais tu sais, rapidement, là, il doit y avoir une 50 000 actions là, dans toutes les bourses qui existent. Là. Fait que des produits, là, il y en a une tonne. Puis c'est pas grave si on rate la trade. C'est pas grave si on rate la trade sur Tesla ou l'investissement sur FedEx. Il y en a tellement d'autres. Il faut juste bien faire nos devoirs. J'ai une question, les amis, dans le sens que moi, je ne rentre pas nécessairement dans la catégorie de l'analyse fondamentale, mais tu sais, ce que les administrateurs d'une compagnie, tu sais, qui, quand ils vont vendre leurs actions personnelles, sont obligés de dénoncer ça. Là. Je ne sais pas à quelle autorité. Là. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez dans votre analyse? Parce que l'exemple que j'ai, c'est avec la SVB, là, c'est Silicon Valley Bank. Ils ont su que la semaine avant, il y a les deux administrateurs ils avaient vendu 12 % puis 35 % de leurs actions. Ah, quand même. Oui, mais 12 puis 35 % c'est gros. Mais quand moi, je vois du monde, Mark Zuckerberg commence à vendre Facebook, hey, il ne croit plus en sa compagnie. Ben ouais, non, il vend 0,01 %. Tu sais, puis il vend à chaque semaine. Ben non, ça fait partie de son plan de cash-in un moment donné, mais un peu comme, ça c'est une statistique, je ne le savais pas, là, mais c'est sûr, quand tu vois un gros gestionnaire qui vend 12 puis 35 % OK, ben là, me semble. C'est un red flag, hein? Il y a plusieurs raisons. En tout cas, moi, ma théorie, là, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour quelqu'un, un président, peu importe, de vendre. Il veut s'acheter une nouvelle piscine, il veut s'acheter une nouvelle maison, il veut s'acheter sa Ferrari, peu importe, il va vendre des actions pour aller s'acheter ce qu'il veut, son nouveau patio. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres raisons d'acheter, par exemple. Si un actionnaire, si un président d'entreprise achète,
je porte beaucoup plus d'attention au pourquoi qu'il achète qu'au pourquoi qu'il vend. Parce qu'il y a plusieurs raisons de vendre. Il n'y a pas beaucoup de raisons d'acheter. S'il y a des raisons d'acheter, c'est parce qu'il croit que sa compagnie est soit sous-évaluée ou qu'il s'attend à avoir une croissance future. C'est intéressant. Oui. Donc, je porte attention aux achats substantiels, on va se dire, mais ou l'accumulation. C'est-à-dire que si je commence à voir qu'une compagnie, les insiders qu'on appelle, commencent à acheter régulièrement, là, je me dis, il y a peut-être quelque chose là à aller voir. Puis, du même ordre, je regarde aussi des fois, ou souvent, les institutions. Essayer de voir, est-ce que les institutions achètent présentement? Puis ça, j'essaie de voir s'il y a de plus en plus d'institutions qui possèdent une compagnie ou si je vois que les institutions en possèdent de moins en moins. C'est-à-dire, si je vois le nombre d'institutions augmenter ou si je vois le nombre d'institutions descendre, ça, pour moi, c'est aussi un indicateur à comprendre s'il accumule ou il distribue, si on veut. Là. Pour prendre ma défense de FedEx, parce que c'est pas winner de dire 150 puis ça a droppé à 50 $. J'ai ressorti le graphique puis je suis allé chercher mon article que j'ai sorti sur le groupe Facebook, puis ça revient dans l'autre podcast que Patrick disait, Fuji le sniper. J'ai fait ma publication le 4 mars, puis FedEx était à 134 $. Puis si vous reculez, le 4 mars 2020, là, pendant 8 jours, il a été plus bas. Après ça, il a remonté, puis il n'a jamais été aussi bas que ça. Fait que, tu sais, timer le marché, je sais pas, on n'est pas Guillaume Tell, là. On peut pas tirer tout le temps dans le bullseye, mais tu sais, pas se tromper, là, mais tu sais, comme je disais, là, moi, c'est surtout des zones, là. Non, mais des zones... Mais de 130 à 100, on se posait des questions, mais pourquoi que ça continue de descendre, tu sais? Puis notre thèse n'était pas bonne. Non, mais c'est ça, mais quand les gros indices tombent, que ce soit Apple ou n'importe qui, quand l'S&P tombe, tout va tomber, là, mais tu sais, je me suis trompé de 8 jours, là. C'est pas la fin du monde, là, sur un titre que ça fait des années, puis c'est ça. Fait que par après, ça a remonté, puis, tu sais, mettons, on pousse l'analyse technique avec ça. Tu sais, je parlais de support-résistance. Quand il a cassé le 100, puis, tu sais, mettons qu'on veut pas acheter le fameux couteau qui tombe, mais on se met un support-résistance moyenne mobile. Quand il a retombé à 90, 95, puis après ça, il a remonté, puis il a recassé le 130. Tu sais, c'était peut-être là, techniquement, qu'il fallait embarquer, là. Fait que bref, je me suis trompé de 8 jours, excusez. Mais là, tu as ton billet de prix qui embarque, François, qui dit j'aurais dû, j'achète à 95, à 100. Ben, c'est pour ça que le DCA, tu sais, moi, mettons, j'ai commencé à faire du DCA à 130 quand je l'ai vu. Ben, j'aurais fait du DCA, puis je pense que je m'aurais même pas rendu à mon autre DCA parce que par rapport au 4 mars, je l'aurais fait le 4 mars, puis après ça, le 4, après mars, c'est avril. Le 4 avril, mon prix avait remonté plus haut que, je crois, que le 4 mars. Là. Fait que, tu sais, mais bon, en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Là. Juste de FedEx, on pourrait en parler longtemps tellement qu'on l'a encore... Exactement. Puis c'est fascinant. Puis c'est là que notre 3e épisode se termine. On va poursuivre encore une fois. On vous garde en haleine. Moi, je suis vraiment content. C'est vraiment un beau moment pour moi de partager ça avec 2 personnes que j'aime beaucoup. Donc, en résumé, là, pour l'épisode ici, là, ce qu'on retient, là, c'est que c'est un combo, c'est une synergie. On jumelle l'analyse technique avec l'analyse fondamentale, mais c'est sournois parce que souvent, on a des signaux contradictoires. Donc, il faut faire preuve de jugement, développer son sens critique, puis il faut, à un moment donné, prendre une décision. On y va ou on y va pas. Hein? Ça reste qu'à un moment donné, il faut appuyer sur le bouton. Mais quand les deux convergent, c'est puissant. C'est puissant, exactement. Quand l'analyse fondamentale et l'analyse technique convergent dans le même sens, là, on a quelque chose, vraiment un bon signal. Et des fois, il faut ignorer un face à l'autre parce qu'on est conscient qu'un contredit l'autre pour des raisons. Exactement. Dernier mot, François, pour l'épisode? Oui, vite pour conclure là-dessus. Ceux qui suivent Cramer, là, Jim Cramer à CNBC, il fait souvent des calls. Puis souvent, quand on fait le contraire, souvent, ça fonctionne. Il y a des running gags là-dessus, puis il y a même, je pense, un ETF. Mais bref, à un moment donné, il y avait les fondamentaux pour faire une comparaison avec FedEx. Encore là, tapez Facebook dans le groupe, je me souviens plus, c'est quand il tradait à 95 $. Il y avait les fondamentaux, il y avait du technique, puis là, moi, je vois Jim Cramer
qui parle contre Facebook, il dit c'est fini, c'est pas bon. Je dis ça y est. Ça, c'est quasiment le Black Swan, c'est le temps d'acheter. Là, je parle du 7 novembre 2022. Fait que du monde de la communauté, puis je fais pas de recommandation d'achat, mais j'ai dit, Colin, moi, personnellement, j'en rajoute à mon portefeuille. Fait que ça a passé de 96$, puis je pense que j'ai eu raison instantanée. Là. Je pense que ça a tombé pendant une journée ou deux. Ça a tombé de 5$. Puis après ça, je pense que ça vaut 200$. Là. Fait que, bref, si vous avez l'indicateur Jim Cramer, rajoutez ça dans votre boîte à outils. Et c'est là que moi, je t'ai appelé pour te demander, mais pourquoi t'as acheté Facebook ce jour-là? C'est ça. Même histoire que FedEx. Je sais pas s'il l'a dans TradingView, l'indicateur, mais ça serait bien le fun. L'indice Kramer. Donc, on vous souhaite un beau 2 semaines, puis on se retrouve. Il faut que j'arrête ça là, sinon on peut continuer à l'infini. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Amusez-vous bien, puis bonne réflexion d'ici là. Bon trading!